L'objectif, ça a surtout été d'aller un petit peu à l'encontre de ce qui s'est fait jusqu'à présent. L'aéroport a grandi de manière extrêmement organique, extrêmement fractionnée. Porte d'entrée du territoire, les aéroports français sont des maillons essentiels de l'économie du pays. En 2019, ils accueillaient 214 millions de passagers. Après la chute drastique due à la pandémie, le trafic aérien repart nettement à la hausse aujourd'hui. La France est la première destination touristique au monde. Elle se doit d'être à la pointe en matière d'accueil des voyageurs venus du monde entier. Et c'est la Provence qui arrive en tête des régions les plus attractives. L'aéroport Marseille-Provence fait partie des 5 plus grands aéroports français. Il accueille chaque année plus de 10 millions de passagers. C'est un aéroport historique. Il a fêté en 2022 ses 100 ans d'existence. Mais aujourd'hui, les infrastructures sont vieillissantes. Il faut tout repenser, tout réaménager pour devenir une plateforme ultramoderne. On part avec un patrimoine bâti absolument extraordinaire, avec des grandes signatures qui se sont succédées sur ce site, avec bien entendu Richard Rogers et Fernand Pouillon, pour ne citer que. Fernand Pouillon, célèbre architecte qui a participé à la rénovation du vieux port de Marseille dans l'après-guerre, réalise le premier hall de l'aéroport en 1961. Richard Rogers réalise le deuxième hall bien plus tard, dans les années 90. L'objectif, ça a surtout été d'aller un petit peu à l'encontre de ce qui s'est fait jusqu'à présent. L'aéroport a grandi de manière extrêmement organique, extrêmement fractionnée. Et l'idée, ça a été de redonner une simplicité, un calme, une évidence à l'ensemble des installations aéroportuaires. Plus de cohérence et plus de liens entre les deux halls de l'aéroport, voilà l'objectif des architectes. Ce nouveau cœur d'aérogare vient effectivement s'insérer comme un trait d'union entre le hall A à l'ouest du site et le hall B à l'est. Il prend place sur un terrain déjà imperméabilisé où se trouvait jusqu'alors un parking. Et pour réussir cette transformation radicale, l'aéroport a fait appel au cabinet d'architectes Foster & Partners, le même qui a réalisé le célèbre viaduc de Millau. Avec plusieurs défis. Mener un chantier de grande ampleur à proximité immédiate d'avions qui atterrissent et décollent toute la journée et construire du neuf en prenant en compte l'existant. Les travaux réalisés en partenariat avec le cabinet d'architectes Tangram ont débuté en septembre 2021 avec un budget colossal, plus de 180 millions d'euros. Mais avant de lancer la construction du bâtiment, il faut d'abord préparer le terrain et c'est loin d'être une simple formalité. Il y avait des galeries, il y avait effectivement des réseaux, etc. Donc il a fallu faire un certain nombre de chantiers préalables à l'élévation du cœur d'aérogare pour pouvoir dévoyer l'ensemble de ces réseaux et des infrastructures existantes. En réalité, c'est 45 chantiers qui ont été réalisés en préalable, donc avant la construction du cœur aérogare. Pour construire le nouveau hall, il a d'abord fallu creuser le terrain. Lors du terrassement, les ouvriers ont retiré 50 000 mètres cubes de matériaux, soit plus d'une quinzaine de piscines olympiques. Donc on a enlevé ces 50 000 mètres cubes de matériaux, quasiment en 6 semaines, c'est pas loin de 2000 mètres cubes par jour, 200 rotations de camions par jour. Ça pouvait représenter jusqu'à un camion toutes les 2 minutes. Ce qui est énorme et ce qu'il a fallu gérer donc en logistique avec les flux des passagers et ne pas empêcher que les voyageurs puissent accéder facilement à l'aéroport avec des camions qui attendent tout le long. Le nouveau hall en construction d'une superficie de 22 000 m² est un poids lourd. Sa charpente pèse 4 800 tonnes. Il faut donc des fondations extrêmement solides pour soutenir ce mastodonte. Pour cela, les bâtisseurs construisent des pieux. Ils forent des trous de 15 à 20 mètres de profondeur, d'un diamètre compris entre 72 et 102 cm. Au fur et à mesure du forage, les déblais sont enlevés et remplacés par un liquide composé d'eau et d'argile pour éviter aux trous de se refermer. Des armatures métalliques sont ensuite installées à l'intérieur. Enfin, du béton est coulé dans chaque trou. Ces structures souterraines sont une centaine à soutenir le nouveau bâtiment. Le pieu, c'est ce qui est dans le sol et qui permet effectivement
de reprendre la charge qui vient directement de l'ensemble de la structure. Donc, depuis la toiture, on a un poteau métallique qui est rempli de béton, ensuite qui arrive sur la dalle, et la charge elle est répercutée sur un ensemble de pieux qui sont disposés les uns à côté des autres. Mais les constructeurs se heurtent à un problème de taille. La présence de la nappe phréatique à proximité des fondations où se trouve le tri-bagages. Le nouveau bâtiment est en effet plus profond que les bâtiments voisins. Une inondation même partielle du tri-bagages, ça serait l'arrêt de l'exploitation aussi de l'aéroport. Donc toutes les dispositions en termes de conception ont été prises à ce niveau-là pour rester dans une boîte hors d'eau sur la totalité de l'exploitation. Pour éviter l'accumulation d'eau contre les parois du sous-sol, on a réalisé une tranchée drainante, ce qui permet de dévier finalement ce flux d'eau qui ne peut plus naturellement passer sous les bâtiments pour rejoindre l'étang de Berre qui est derrière nous. Il faut ensuite s'attaquer à la superstructure de ce nouveau hall. Une charpente en acier haute de 22 mètres. 2 impressionnantes grues ont été installées, de 32 et 37 mètres. Elles permettent de lever jusqu'à 25 tonnes, soit le poids de presque 2 cachalots. Le bel objet de Norman Foster, c'est une grande boîte sous forme de charpente métallique et de verre, qui va être très aérienne. C'était vraiment une volonté de l'architecte d'avoir un ouvrage très transparent, très aérien, avec une canopée métallique de 4000 ou 5000 tonnes, pratiquement en suspension, de manière à ce que quand le passager rentre dans cette boîte-là, ce nouveau cœur, il y a une notion de légèreté, de convivialité. Donc c'est un très beau projet en finition, c'est clair. L'immense charpente métallique qui compose la structure porteuse du nouveau hall mesure 92 mètres de large sur 118 mètres de long. 24 poteaux principaux d'une vingtaine de mètres de haut constituent les points d'appui de cette ossature métallique. Pour un poids total de 4800 tonnes. Pour illustrer un peu ce que ça peut représenter, la tour Eiffel, c'est 7300 tonnes, ce qui représente à peu près 2/3 du poids de la tour Eiffel. C'est un véritable mécano qui se construit petit à petit. Mais l'espace très contraint du chantier et le flot ininterrompu des millions de voyageurs constituent un véritable casse-tête pour l'organisation des travaux et des trajets des camions qui transportent les matériaux. On doit mener quand même des transports exceptionnels de grande envergure. On voit de la charpente de grande longueur, des éléments qui font plus de 25 mètres de longueur qui arrivent du Portugal. Et on va passer par une voie unique sur le projet pour faire l'ensemble des flux rentrants et les flux sortants. Donc si on oublie d'entrée de jeu, en démarrant ce projet-là, l'aspect logistique, on va droit à la non-réussite du projet. Les dimensions de ce nouveau hall n'ont pas été choisies au hasard. Notre idée de rendre hommage à l'architecture de Pouillon, ça a été de reprendre exactement les proportions d'origine du terminal et de les multiplier, de les rendre plus grandes, plus généreuses. Pour le hall A de l'aéroport, dessiné par Fernand Pouillon, la portée, c'est-à-dire la distance entre 2 poteaux, est de 7,40 mètres. Les architectes se sont lancés un défi fou. Doubler cette portée pour atteindre 14,80 mètres, afin de réduire au maximum le nombre de poteaux dans l'aéroport, car ils gênent la circulation et la visibilité. Ça, c'est quelque chose qui est possible par l'utilisation de matériaux comme le métal et toute la structure métallique qui a été étudiée par nos ingénieurs. Bien entendu, avoir des portées, c'est-à-dire des distances entre 2 poteaux qui sont importantes, c'est une performance technique, bien entendu, mais on a relevé le défi parce que Pouillon est arrivé à faire ça en 1961. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le fasse et encore mieux en 2022. Mais ce chantier de grande ampleur doit faire face à une contrainte majeure. Effectuer les travaux alors même que l'aéroport est en fonctionnement. Un sacré défi. Ces bâtiments, ils sont pleins de passagers qu'il faut amener de manière sécure vers leur vol et travailler en site occupé, c'est un des éléments les plus difficiles qui existent. Il a fallu faire attention à maintenir l'exploitation en fait, de l'aéroport, notamment faire attention par rapport aux grues qui peuvent empiéter sur le niveau côté piste et qui peuvent empiéter sur les vols des avions. Donc c'est surtout faire attention à toutes les contraintes qu'engendre un aéroport en fonction. Un aéroport au rayonnement international comme Marseille peut accueillir plus de 10 millions de passagers par an. Il faut donc adapter les techniques de construction pour minimiser au maximum les nuisances pour le public.
Il y avait tout un ensemble de matériel qui n'était pas forcément accepté sur ce projet-là, qui pouvait créer des pollutions ou des problèmes de bruit. On a évité bien sûr tout ce qui était thermique, etc. On est plutôt sur des engins électriques. On vient aussi, sur certaines opérations, parfois changer les méthodes pour pouvoir éviter des grosses démolitions et faire de la démolition plus chirurgicale, quoi. Il faut faire preuve, je dirais, d'ingéniosité, trouver des nouveaux cheminements par les passagers, les faire des fois un peu plus monter, un peu plus descendre, créer des nouvelles passerelles pour faire en sorte, une fois encore, que le passager soit le moins gêné possible par le chantier. Autre difficulté considérable, le lieu choisi pour le chantier n'est pas un espace vierge. Il faut travailler avec l'existant et raccorder les différents bâtiments. Donc on imagine très bien derrière moi le bâtiment existant, le neuf se raccorde dessus, il faut démolir la totalité de la façade, c'est pas une opération anodine et ça va se faire par phases successives qu'on attaque d'ailleurs à partir de ce mois-ci et c'est pratiquement une opération qui va durer 15 mois. On a mis des éléments sur les bâtiments existants qui permettent de contrôler que les bâtiments ne subissent pas de défauts suite aux différentes vibrations qu'on peut apporter en faisant des travaux. Les différentes parties qui composent l'aéroport ont été construites au fil du XXe siècle. Et les anciennes constructions réservent parfois des surprises. Les premières difficultés, c'est que tous ces bâtiments, ils sont issus de périodes, de modes constructifs, de techniques extrêmement différentes. Et la plupart du temps, ces techniques-là, ces modes constructifs et cette réalité bâtie, on les a pas vraiment repérés de manière extrêmement précise. Donc, on a souvent des mauvaises surprises. Chaque fois qu'on donne un coup de pioche, en fait, on découvre quelque chose. Donc, quand on tombe sur une gaine, un tuyau, un câble dont on n'avait pas la connaissance, il faut comprendre d'où il part, à quoi il sert et quelque part, qu'est-ce qu'il alimente avant de pouvoir dire est-ce qu'on va pouvoir effectivement déconnecter et couper finalement ce câble, ce tuyau, cette gaine et tout autre élément technique. L'organisation du chantier est un véritable casse-tête. On ferme un espace, on le réhabilite, puis on le rouvre avant d'en fermer un autre. Un Tetris au quotidien. Ça rend le projet un petit peu long, un petit peu laborieux, mais on n'a pas le choix, il faut que l'aéroport continue de fonctionner. Enfin, travailler dans un aéroport, c'est pénétrer dans un lieu ultra sécurisé, ce qui complique encore davantage les opérations sur le chantier. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire rentrer les camions avec des contrôles de sûreté beaucoup plus importants. Et le personnel doit aussi, à chaque entrée et sortie, avoir des contrôles importants. Il y a une enquête de police qui est faite, une enquête administrative, et il faut obtenir le sésame, c'est-à-dire le badge rouge, pour permettre à nos compagnons, à notre encadrement et à l'ensemble des partenaires d'aller travailler côté piste.